Avant le déjeuner, Annie, Kali et Dino nous ont annoncé que la sécurité serait la priorité de la saison 2 d'IFS Alpha. Je pense qu'ils vont suivre avec intérêt nos prochains intervenants. Nos prochains intervenants ont mis en place le DevSecOps chez Thales. Merci d'accueillir Gérald Campoin et Raphaël Liette. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Est-ce que vous avez entendu parler des événements qui sont déroulés en 2015 avec le site de rencontre extra-conjugale Ashley Madison aux États-Unis? Pas moins de 300 données ont été piratées et quelques-unes d'entre elles ont été divulguées sur Internet, notamment avec le nom des sénateurs. Ça a eu un véritable scandale. Ou encore la société Merckx, une société d'import-export, qui a vu son IT figé pendant plus de 10 jours. Il a fallu engager des moyens colossaux pour reconstruire leur infrastructure. 4000 serveurs et plus de 2500 applications. Coût total de l'opération, 300 millions de dollars. Ou encore Saint-Gobain, société française bien connue, qui a été touchée par le ransomware NotPetya. Pour eux, ça a été moins 250 millions sur leur chiffre de vente. Et si on se penche sur le domaine médical, on a eu, durant le début de l'année 2017, la firme St. Jude Medical qui avait eu un hack de ses pacemakers. Ce hack était relativement simple, en se trouvant à 5 mètres, on accédait à l'ensemble des informations du pacemaker. En juin 2017, on a eu également la firme Abbott qui a vu 465 000 pacemakers piratés. Le hack présentait, la faille de sécurité était vraiment critique puisqu'il permettait à l'attaquant de pouvoir exécuter les commandes embarquées dans le pacemaker. Alors si on reste sur le domaine médical, on voit que les nouveaux matériels sont vraiment des objets connectés, c'est-à-dire qu'ils embarquent autant de firmware que de software. Alors posons-nous la question de savoir si ces équipements n'étaient pas piratés en production, mais lors de leur réalisation, lors de leur conception. Alors, on constate encore aujourd'hui que beaucoup d'attaques interviennent ces derniers mois. Et encore, d'après les dernières études, 80% des entreprises acceptent de délivrer du code en production qui soit insuffisamment sécurisé. Donc on va quand même se présenter parce qu'on ne l'a pas fait jusque-là. Je m'appelle Raphaël Liette et je suis actuellement Project Design Authority au sein de Thales. Donc je suis responsable notamment de projets dans la défense. Donc je suis plutôt un architecte technique. Et derrière, je fais également des sessions de formation et je suis à l'initiative de quelques démarches DevOps et DevSecOps chez Thales. Je suis Gérald, j'interviens comme Design Authority, comme consultant, nouvelles technologies. Et j'anime les ateliers DevOps, DevSecOps avec Raphaël. Et puis, on partage également les cultures autour du software craftsmanship, des labos blockchain ou de l'agilité. Alors, on va vous présenter très rapidement ce qu'est le groupe Thales aujourd'hui. C'est un acteur international présent dans 56 pays et qui a des secteurs de marché bien particuliers, l'aérospatial, la défense, la sécurité, le transport terrestre. Et ça en fait un acteur clé dans la sécurité des infrastructures, des citoyens et des entreprises. Et Thales opère et manage également différents types de cloud, ce qui nous permet aussi aujourd'hui d'être dans une chaîne DevOps complète avec l'infra as code. Alors Raphaël, il faudrait peut-être qu'on essaye de repositionner la tendance DevOps, DevSecOps aujourd'hui. Eh bien, si on regarde les tendances Google Trends, on voit qu'à partir de 2009, très clairement, à l'initiative de Patrick Desbois, qui est à l'initiative des DevOps Day, que les gens aujourd'hui savent ce qu'est le DevOps et se positionnent pleinement. En tout cas, ils ont une idée bien arrêtée. Par contre, si on regarde du côté du DevSecOps, on se rend bien compte que c'est une tendance qui commence à voir le jour. Les gens se positionnent, essayent de trouver de l'information et essayent d'appliquer ça à leur entreprise et à leur use case. Et c'est ce qu'on vient vous présenter aujourd'hui. Et notre culture DevOps, quelle est-elle aujourd'hui? Nous allons retrouver ce fameux mur de la confusion qui existe entre les devs, les ops, et que DevOps vise à complètement briser. Ces dernières années, Thales, on a mis en place différentes stratégies pour briser ce mur, mais aujourd'hui, la sécurité est un des acteurs importants. Et en y rajoutant la sécurité à ce mur de la confusion, on vient rajouter un mur entre les équipes, puisque la sécurité va être omniprésente. Alors aujourd'hui, sur la réalisation de nos projets, on a cassé ce mur entre les équipes Dev et Ops. Mais comment peut-on casser le mur en fait, entre maintenant les équipes Dev, Ops et sécurité? Eh bien, ça va être de fluidifier ce circuit d'échange. Comme je vous ai dit,
la sécurité va être omniprésente. Elle va intervenir dans les phases amont, dans les phases de dev et dans les phases d'exploitation, et même au-delà, on parle derrière des TMA aussi. Donc DevSecOps va essayer de fluidifier tout cet échange entre les différentes parties prenantes. Si on prend les exigences de sécurité en amont lors de la réalisation des projets, c'est-à-dire durant les phases de design et de conception, et si on ne les suit pas tout le long du projet, on peut se retrouver face à des problèmes graves. Et certains sont destructifs, c'est-à-dire en termes d'image, puisqu'un système qui est piraté, hacké en production, c'est la perte de confiance des utilisateurs finaux, possibilité de perte de contrat. Et puis il faut savoir qu'aujourd'hui, Internet, ça voit tout et ça n'oublie rien. Également en termes de responsabilités pénales et civiles, puisque lorsqu'on réalise des projets dans le domaine de la défense ou du médical, c'est la vie qu'on met en jeu. Et puis aujourd'hui, l'arsenal juridique, il se renforce, puisque chaque acteur de la réalisation d'un projet, d'un système, a une part de responsabilité. Ou encore avec les fuites d'informations ou d'usurpation d'identité. On le voit encore avec les grands groupes du GAFA, mais notamment Facebook récemment. Ils subissent des hacks et souvent, c'est vos données personnelles qui sont prises en otage, puisque vous êtes les utilisateurs finaux. Mais quand on travaille sur des segments de marché comme les nôtres, les enjeux peuvent être catastrophiques. Prenons l'exemple d'un avion de chasse qui, suite à un hack, se met à tirer sur une ville tierce d'un autre État. On peut imaginer les retombées à la fois humaines et géopolitiques que ça engendrerait. Je vais rester sur le domaine médical. On va prendre l'exemple des pompes à dialyse. Imaginez qu'on puisse remettre en question le taux de pression d'air dans la pompe. On jouerait indéniablement avec la vie du patient. Une autre problématique dans la réalisation de nos projets, c'est qu'on se trouve souvent face à différentes catégories d'attaques ou d'attaquants. Et on a traduit ça au travers d'une courbe qu'on a appelée le pouvoir de nuisance. Alors on va retrouver des cyberdélinquants, des personnes férues de technologie, qui aiment bien savoir comment fonctionne un système, comment essayer de bypasser une page de login, etc. On a les concurrents qui vont essayer de capter une future valeur que vous allez mettre sur le marché pour essayer de produire et vendre avant vous. Des attaquants assez pernicieux sont le personnel interne, des gens qui sont employés, qui interviennent sur différents projets et qui à un moment disparaissent en ayant exfiltré de l'information. Et puis quand on est dans les secteurs tels que la défense, le transport terrestre, le nucléaire par exemple, on est face à des groupes extrêmement bien organisés, des groupes cybercriminels qui sont capables d'extraire et de monétiser tout type d'informations. Et puis ce qui traduit le pouvoir de nuisance le plus fort, ce sont les États, parce qu'eux, ils disposent de tout l'arsenal juridique et des outils, des moyens pour pouvoir pénétrer quasiment tout type de système. Alors ce qu'on en a retenu, c'est que plus le pouvoir de nuisance est élevé, et plus le facteur de risque à prendre en compte est élevé. D'où l'importance de prendre en compte les exigences dans les phases amont de design, de dev et d'exploitation. Dans les projets que nous avons réalisés, on s'est posé la question suivante. Comment a-t-on pris en compte la sécurité dans la démarche DevOps? Et à partir de là, on en a tiré 3 piliers que Raphaël va nous présenter. Déjà, je tenais à revenir sur quelque chose d'important et à clarifier les choses avec vous. Faire du DevOps et de la livraison continue, chez Thales, on sait faire puisqu'on a nos propres clouds et on rend des services à différents clients. On héberge plusieurs pétas de données pour nos clients. Maintenant, il y a des secteurs d'activité comme les sous-marins nucléaires où le déploiement continu va être vraiment compliqué. On prend l'exemple du sous-marin. Quand vous déployez un patch sur un bâtiment qui est en mer, vous ne savez pas où il est, vous ne savez pas quand il revient, et derrière un sous-marin, ça n'a pas la fibre optique, je vous le garantis, on parle de quelques kilobits seconde, et que nous, on envoie des images Docker ou des images de VM, c'est tout simplement impossible. Donc, on va quand même s'appuyer sur notre capacité à livrer au plus tôt aux opérationnels et aller au plus proche des besoins des opérationnels. Maintenant, ce n'est pas facile tous les jours dans notre secteur d'activité. Et donc, nous avons eu une démarche, des axes de réflexion autour de comment améliorer le DevSecOps, et nous en avons tiré 3 piliers. Les 3 L, c'est fait exprès. Et le premier, c'est la gouvernance. La sécurité par la gouvernance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être la prise en compte des exigences de sécurité applicables sur nos secteurs d'activité. Alors, on va retrouver toutes les normes qui sont les PSSI. Comment on protège un système d'information? Quelles sont les lois applicables? Et puis derrière, on a les différentes déclinaisons, le médical, l'armée, le transport, et ainsi de suite. Puis, vient s'ajouter comment on protège les informations classifiées, niveau confidentiel défense et autres.
Et bien là, c'est la norme I920 qui vient s'appliquer, ce qui vient rajouter encore des contraintes supplémentaires. Puis il y a aussi les normes médicales, la 62304. Puis il y a un des acteurs importants dans la société avec qui il va falloir travailler, main dans la main si vous voulez aller plus loin dans la sécurité et dans votre rêve qui est le déploiement continu. C'est le RSSI. Le RSSI, aujourd'hui, sur l'ensemble des projets, il peut représenter un frein à l'innovation et à la bonne démarche des projets. Alors, la question serait de dire, mais comment on peut casser le mur que représente le RSSI pour avoir une vraie fluidité des échanges entre les équipes dev, Ops, sécurité et RSSI? Eh bien, il va falloir mesurer et l'impliquer dans la prise des décisions. Et derrière, la norme nous impose d'avoir ce qu'on appelle le dossier de vulnérabilité résiduelle. Qu'est-ce que c'est? C'est le manuel d'utilisation de comment hacker notre système, puisque ça va être des exigences qu'on n'a pas pu appliquer, soit d'un point de vue technique, soit d'un point de vue opérationnel. Je m'explique. Dans un sous-marin, est-ce qu'un utilisateur a besoin que sa session se verrouille au bout de 2 minutes d'inactivité? Non, puisque lui, son but, c'est de monitorer l'information en temps réel, et en plus, s'il est dans ce bâtiment, c'est qu'il a le droit d'en connaître. Donc, on va mettre en place des outils pour mesurer. On va devoir prendre un certain nombre de ces normes en considération sur la réalisation du projet. Elles vont avoir un impact important en termes de charge, en termes de délai de réalisation des itérations du projet. Et on s'est posé la question de savoir comment on pouvait ajuster le niveau de sécurité qu'on devait déployer ou prendre en considération. Autour de 3 questions. Doit-on privilégier la sécurité au détriment de l'utilisabilité? Privilégier l'utilisabilité au détriment de la sécurité? Ou encore, favoriser la sécurité au détriment de la fiabilité du système ou de l'application? Quel serait le bon curseur et où est-ce qu'on le positionnerait? J'ai envie de dire, ça dépend des projets et ça dépend de ce que vous recherchez. Mais surtout, on va devoir s'appuyer sur des métriques pour pouvoir mesurer. Et ces métriques nous amènent donc au second pilier qui est l'automatisation. Est-ce que tu peux nous en parler, Gérald? L'automatisation dans nos projets fait appel à un outillage conséquent, voire très conséquent, sur des projets de grandes envergures, ou lorsqu'il y a beaucoup d'acteurs. Et lorsqu'on cherche à délivrer un produit, une application en production, on le fait de la façon la plus automatisée possible. Et le process de génération du packaging de livraison, lui, il est extrêmement bien automatisé aujourd'hui. Et ça laisse très très peu de place pour réaliser les tests de sécurité. Et un autre aspect qui était important aussi à prendre, c'est que dans la prise en compte de cette sécurité, il faut qu'on réalise des tests de sécurité à toutes les étapes pour ne pas être obligé de les faire qu'au moment où on va déployer en production, ce qui est déjà trop tardif. L'idéal serait de se dire, on va mettre en place des tests de sécurité, mais comment on va les répartir sur notre chaîne DevOps, DevSecOps aujourd'hui? Eh bien, tout simplement, chez les devs, on va avoir pas mal d'impact, puisqu'on va leur donner des nouveaux outils, déjà, sur lesquels il va falloir se référer, des nouvelles exigences, un nouveau métier qui est la sécurité, on va leur demander de savoir de quoi on parle. Et on a tous les aspects également sécurité périmétrique qui viennent s'ajouter à ça. Quand on regarde la sécurité, aujourd'hui, on a affaire à des reconnaissances faciales sur vos smartphones, des reconnaissances d'empreintes, des capteurs, et tout ça, c'est des contraintes à prendre en compte. Mais chez Thales, on s'est positionné comme leader en sécurité. Et la sécurité, ça fait partie de notre ADN. Donc, on va essayer de les accompagner dans cette démarche. Ensuite, on a pris le parti de mettre des tests de sécurité à peu près tous les niveaux. C'est-à-dire, côté dev, on va faire des outils d'analyse statique. On va les regarder dans le code. Est-ce que la fonction que j'utilise est sécurisée? Si on regarde du côté C, le langage, à l'époque, il n'était pas du tout prévu pour l'apogée du hacking qu'on rencontre aujourd'hui. Et certaines des fonctions ont été bannies. On peut le retrouver sur le site de Microsoft, par exemple. Il va falloir vérifier, est-ce qu'on les utilise? Derrière, on a également l'utilisation des codes extérieurs qu'on retrouve sur GitHub et autres. Quand on les met dans nos projets, il faut savoir, est-ce qu'il y a des failles de sécurité dans ces codes? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui en a trouvé une? Donc, ça, c'est les outils d'analyse statique. Derrière, on va mettre des outils d'analyse dynamique. Alors là, c'est un peu plus complexe, puisqu'on va dire, est-ce que nos applications, quand elles communiquent entre elles, les flux sont chiffrés? Est-ce que derrière, les applications, elles sont bien sécurisées? Ça rentre dans des tests un peu plus compliqués.
Après les tests, on va mettre également des tests, ce qu'on appelle les phrases code. On va essayer de sécuriser tout cet aspect-là. Alors nous, on utilise certains outils maison, c'est pas pour les citer, mais voilà, on en a chez nous. C'est une des étapes importantes. Souvent, c'est laissé de côté. En fait, on se repose et on se dit que Docker c'est sécurisé. Bah ouais, ok, mais qui vous le garantit? Est-ce que vous avez une norme de quelqu'un qui vous a dit que c'était sécurisé? En sécurité, il faut croire personne. Il faut croire vous-même et vos experts. Ça, c'est très important. Et dans les phases, en dernier, on va retrouver les phases de pentesting. Donc les phases de pentesting, on va les faire de façon semi-automatique, c'est-à-dire on va avoir quelques scripts, et puis derrière, on va avoir également des personnes à plein temps qui vont venir tester notre logiciel final et vérifier est-ce qu'il y a des tests de sécurité convenables et est-ce qu'on répond à toutes les exigences. Et j'aimerais revenir sur un des thèmes importants qui sont les tests. Parce que les tests, aujourd'hui, on a le droit de se poser la question. Mes tests automatiques que j'ai mis en place jusque-là, est-ce que c'est des tests de sécurité ou c'est des tests fonctionnels? Quand on saisit un mot de passe de 14 caractères sur une application, c'est un test fonctionnel ou un test de sécurité? Pour moi, c'est les deux. Donc, à chaque nouvelle feature, à chaque nouveau déploiement, il faudra repasser les tests fonctionnels et les tests de sécurité qui vont de pair. Et puis, une fois que notre système, notre application est en production, on a donc dans notre chaîne DevOps, DevSecOps, les tests de sécurité faits à tous les étages. Mais on a besoin de suivre si les exigences de sécurité sont bien prises en compte et si on n'a pas de failles de critique qui arrivent en exploitation. Et comment on peut faire ça? Nous avons mis en place ce qu'on appelle le maintien en condition de sécurité. Alors, c'est un peu comme la MCO, c'est-à-dire que c'est plutôt côté TMA. Et en fait, pour pas que le niveau de sécurité de nos applications en production décroître, on va essayer de maintenir ce niveau de sécurité, plutôt que ça descende, parce que votre application, vous l'avez laissé vivre sa vie au fur et à mesure, et de nouvelles failles ont été trouvées. Alors c'est un travail conséquent, je vous l'accorde, et on va essayer d'automatiser cette partie-là. Et cette chaîne-là, aujourd'hui, on l'exploite jusque dans nos environnements cloud. Mais peut-être qu'on pourrait mettre un peu ça au travers d'un exemple concret. Oui, tout à fait. Là, on va retrouver un de nos projets, pour ne pas dire le nom, et on va retrouver 700 000 lignes de code. C'est un code assez conséquent, il n'y a pas les commentaires là, c'est vraiment les lignes de code. Et après être passé ces différentes mailles du filet, on va retrouver 650 vulnérabilités, que ce soit au niveau applicatif, mais également au niveau infrastructure. Et il va falloir également faire un tri dans celle-là, puisqu'il va y avoir des doublons, des faux positifs, et parfois certaines ne vont pas s'appliquer à notre projet. Si on reprend le dossier de vulnérabilité résiduelle, il y en a qu'on n'a pas pris en compte parce que notre système il n'en avait pas besoin. Donc, il faut faire accompagner d'un expert, et nous, on a des équipes sécurité pour ça, qui dressent des rapports et qui disent, voilà, sur ces 650, il y en a 34 qui sont majeurs et à prendre en compte. Et sur ces 34, nous, on a choisi d'en reprendre 4 ou 5 et à réjecter immédiatement dans le backlog pour qu'elles soient prises en compte dans le cycle itératif dans lequel on travaille. Et ce qui est important de noter, c'est que ici, vous avez vu, on en a corrigé 4 failles critiques. Les 30 qui restent, elles sont suivies, elles sont supervisées, et on sait que dans les prochaines itérations, on va les corriger. Donc ça, c'est important. Il ne faut pas oublier la traçabilité des failles de sécurité que vous rencontrez. Alors, on vient de voir 2 piliers. La sécurité par la gouvernance, l'automatisation, mais au travers du retour d'expérience de nos projets dans les différents domaines, la défense, le médical, le transport terrestre. Il y a un 3e pilier qui nous est apparu extrêmement important, c'est la sécurité pour tous. C'est ça, ce qu'on a appelé la sécurité pour tous, c'est mettre l'accent au cœur de nos collaborateurs, leur faire comprendre les enjeux de la sécurité et de la cybersécurité. La maîtrise de la sécurité, ça passe vraiment par l'accompagnement, par la formation. C'est une culture à développer et nous avons pris le parti de développer cette culture de la sécurité. C'est-à-dire que chaque collaborateur qui intervient sur un projet est formé, informé de la sécurité. Et on fait ça au travers d'items tels que les leaflets, qui sont des petits livrets sur lesquels on va exposer une faille de sécurité, issue du top 10 OWASP par exemple, ou extraite d'un CERT, une faille CVE explicitée pour l'ensemble des collaborateurs, avec des exemples. On a également des sessions de formation, de sensibilisation à la sécurité. On a des certifications qui sont reconnues au niveau international. Et puis un item qui était extrêmement important pour nous, ce sont les tech shares, parce qu'ils permettent de mettre en visibilité pour l'ensemble de nos collaborateurs
un vrai retour d'expérience de projet sur lequel il y a des failles de sécurité qui ont été rencontrées, il y a des problèmes de prise en compte des exigences de sécurité, et ces projets viennent expliquer comment ils ont résolu ces problèmes. On a également mis l'accent sur la formation, puisque on a mis en place les dojos. Alors c'est des petits formats privilégiés où les équipes vont être en comité restreint. Ils vont être 4 ou 5, accompagnés d'un expert en cybersécurité qui va leur inculquer les fondamentaux. Alors c'est un cours assez classique, mais en petit comité. On a également fait des hackathons. Alors ça a le pouvoir de faire venir les gens, de faire de la communication, de rendre curieux qu'est-ce qui se passe, il y a un événement. Bon, ça a eu quelques succès aussi. Mais il y a quelque chose chez nous qui a bien marché, c'est ce qu'on appelle les hacking sessions. C'est sur la base du volontariat, les gens viennent à leur pause déjeuner dans une salle qu'on a mis à disposition pour eux, et ils exécutent des challenges en fait en ligne sur différents sites que je pense qu'il y en a dans la salle, ils connaissent très bien, et ils ne sont pas livrés à eux-mêmes, puisque quand ils vont rencontrer un problème, ils vont avoir des experts qui vont les aider à surmonter les challenges. Et nous réalisons nos projets en agilité principalement, pour être 80%. Et il y a un item de gamification qui me plaît extrêmement bien, parce qu'il me permet de mettre les gens dans le réel, dans le vécu. Ce sont les Abuser Stories. Tu peux nous en parler un petit peu ? Alors oui, ça c'est quelque chose qui a plutôt bien marché et qui a le don en fait de marquer les esprits et surtout les développeurs et les gens des équipes, puisque d'habitude on tire une story, mais là on est un peu dans le contexte inverse, c'est-à-dire on va se dire tiens, en tant que hacker, je veux récupérer le mot de passe de la base de données. Alors, sans souci, vos devs, ceux qui ont fait l'application, généralement, en cherchant un peu, ils trouvent, et puis s'ils ne trouvent pas tout seuls, en demandant aux copains, ils y arrivent. Mais le but, il n'est pas là, ce n'est pas une prouesse technique. Le but, c'est de marquer les esprits. C'est-à-dire que vos équipes, la prochaine fois qu'ils auront ce type de user story à réaliser, ils se poseront les bonnes questions. Et ils se diront, tiens, comment je dois faire? Quel algorithme je dois utiliser? Et si déjà c'est dans les esprits, pour nous c'est gagné, parce que la sécurité, ça doit être la responsabilisation des personnes et la préoccupation de toutes les équipes. Et au travers du retour d'expérience qu'on a pris de nos projets et la réalisation d'un certain nombre de projets dans différents domaines, métiers, on s'est aperçu qu'avoir une bonne démarche DevSecOps, c'est-à-dire intégrant la sécurité applicative dès le départ, nous permettait de répondre à une pyramide de risques, telle que vous la voyez derrière nous. Mais ce n'est pas une recette magique. On s'est aperçu que la démarche DevSecOps et l'intégration de la sécurité de bout en bout, et dès les phases de design et de conception des systèmes, devaient être adaptées à chaque domaine, à chaque cas, à chaque client. Nous avons tiré quelques leçons de notre mise en place du DevSecOps, puisque, comme on dit, on apprend aussi à marcher. C'est une tendance qui est toute neuve. On est en avance sur la partie sécurité, mais intégrant le DevOps, voilà, on apprend également en marchant. Et on s'est dit, voilà, quelques items qui nous ont semblé les plus intéressants. Alors, je ne suis pas là pour tous vous les citer, pour retrouver les slides, mais aujourd'hui, on essaye de conjuguer agilité, DevOps, en gardant cette sécurité au cœur de nos préoccupations. Mais surtout, on se repose sur un outillage fort qui change au fur et à mesure du temps. Mais on a toujours placé le collaborateur au centre de notre démarche, puisque c'est lui qui porte haut et fort les valeurs de Thales. Tout à fait, c'est extrêmement important. Et puis, on a commencé à regarder vers 2019-2020. Et pour nous, 2019 sera vraiment l'année du DevSecOps, c'est-à-dire du DevOps intégrant la sécurité applicative. Alors, Raphaël, la suite, comment on va l'organiser ? Et bien pour moi, DevSecOps va juste devenir DevOps. Si on se réfère au Gartner, ils annonçaient déjà en 2016 que la sécurité ferait partie intégrante de la démarche DevOps dès 2018 et 2019. Donc on s'est tourné sur des axes d'amélioration que nous sont personnels en fait, et on s'est tourné du côté plutôt du design thinking, du design ops, pour être au plus près des besoins utilisateurs, renforcés par les démarches de privacy by design et secure by design, tout en gardant cet aspect sécurité et en se reposant sur cette démarche DevOps qui accompagne nos équipes tous les jours. Et ce qu'on a constaté également, c'est que les rythmes élevés de déploiement démultiplient les temps de correction. Et pourtant, ceux-ci doivent rester minimaux pour pouvoir circonscrire toute faille de sécurité. Donc pour nous, le DevSecOps doit nous permettre de rester en maîtrise du système. Ça ne doit pas être une contrainte, mais surtout en fait un gain de valeur. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'avec Raphaël et puis avec d'autres de nos collaborateurs, pour nous, la sécurité, ça doit vraiment être intégré dans la façon de penser.
Donc merci à tous de nous avoir écoutés. On remercie le staff, Sévan et puis nos collaborateurs qui nous ont accompagnés. Merci à vous. Merci. Et bonjour, rebonjour tout le monde. Voilà. Ben, merci pour cette présentation. Je vais quand même poser quelques questions, si vous êtes partant. Voilà, très bien. En fait, on a une question ici que je trouve extrêmement intéressante, et moi je suis bien curieux. Quel est l'impact du RGPD, donc GDPR en anglais, sur DevSecOps? Je vais laisser Gérald répondre. Merci. Effectivement, aujourd'hui, le RGPD, on ne peut pas faire sans. Donc nous l'intégrons effectivement en parallèle des démarches de Privacy by Design et de Secure by Design pour vraiment avoir une approche dès le départ, dès les phases de réflexion, sur la protection des données personnelles. Voilà, c'est clair. Très bien. Bon, maintenant, tout le monde veut, franchement, plus de détails. C'est un juste fait, d'accord? Par exemple, avez-vous des noms d'outils qui permettent de faire des tests en continu de la sécurité aux différents environnements? Il y en a pas mal. Déjà, on peut citer un outil maison chez nous, Vormetric, qui permet de faire pas mal de sécurité. Également. Derrière, on va avoir des environnements en fait multiples. Ça va dépendre des projets sur lesquels on intervient, puisque Thales a quand même un panel de clients extraordinaire. Donc, ça va dépendre en fait du projet dans lequel vous êtes. Nous, on a du mal à uniformiser un process bien clair. Ce matin, on l'a vu avec des talks comme chez Arkea, où ils arrivent à faire quelque chose de stable et partout pareil. Mais nous, en fait, on est sur des environnements tellement divers et variés qu'on pourrait tous les citer, en fait. Pour ma partie, je me repose bien sûr sur des outils qu'on connaît bien, Sonar. Derrière, on va avoir des outils Dependency Check et ainsi de suite. Il y en a d'autres. Et puis, comme je vous ai dit, on a des outils aussi maison et on a des personnes qui sont payées à les développer. D'accord, très bien. Oups, rotation. Ah, d'accord. Bon, une autre question, parce qu'on a encore un peu de temps. Bon, voilà. Avec plaisir. Si en matière de sécurité, il ne faut croire en personne, pourquoi croire en Thales? C'est une très très bonne question. Nous remercions la personne qui l'a posée. C'était moi. On se doutait. Pourquoi croire en Thales? J'ai envie de dire parce que nous privilégions la transparence, le partage, et surtout ce que nous apprécions et ce que nous aimons faire, c'est intégrer l'ensemble des personnes qui interviennent sur les projets, que ce soit des clients, des institutionnels. On les intègre vraiment dans notre façon de travailler, dans notre approche de la sécurité. On n'hésite pas à leur présenter comment on va travailler, comment on va déployer la sécurité, ce qu'on va faire avec les outils, comment on peut les accompagner. Et puis je dirais que c'est une question aussi d'ADN. Ça fait quand même quelques années que Thales fait de la sécurité et de la cybersécurité. Notamment, il y a plein de projets que je ne vais pas citer, mais qui sont au cœur de ces préoccupations et sur lesquels on travaille, qui sont des vraies réussites pour le groupe et pour les clients finaux qui en sont satisfaits, pour vraiment des applications critiques. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a un savoir-faire. Alors certes, il y a toujours une amélioration à avoir, on est dans une démarche DevOps, mais aujourd'hui, je pense qu'on est un des acteurs incontournables en sécurité et on a des experts qui connaissent vraiment bien le sujet et qui nous permettent d'avancer et de faire avancer le groupe. Bon, excellent, et merci d'avoir accepté une question un peu dure. Bon, voilà. Merci à vous. Merci à tous. Bon, merci pour la présentation. Merci. Merci.